Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes tout à fait ravis d'être dans cette église. C'est un événement qui ne s'est pas produit depuis 17 ans. La dernière fois que Mme Guély est venue dans cette église, c'était en 2006, alors que la municipalité d'alors avait entrepris des travaux de réfection de l'électricité et on a découvert des fresques absolument magnifiques. Et donc, Mme Guély était venue pour parler de l'histoire de Billac. Du Moyen-Âge à la Révolution, on avait été séduit par son érudition, sa compétence, sa gentillesse, et on ne peut pas ne pas la faire revenir aujourd'hui, parce qu'effectivement, sa journée porte ouverte. Ce matin, il y a eu du monde qui est venu découvrir cette belle petite église romane, classée, et on en est très fiers. Donc, merci d'avoir répondu à cette invitation. Au nom de la municipalité qui nous a permis, et du prêtre, l'abbé Simon, qui nous a permis de venir ici, de nous retrouver ici, et de Pâques Billac, le président Pierre Moll, Alexandre Moll, voilà, qui m'a demandé de dire ce petit mot d'accueil. Donc Mme Guély, ce soir, ne va pas refaire l'histoire qu'elle a déjà faite ici, du Moyen-Âge à la Révolution, mais plutôt parler des choses plus secrètes, plus mystérieuses, à savoir les énigmes de Billac à travers les siècles, Martré et autres choses. Donc je pense que ça va être passionnant, vous aurez des questions à lui poser, elle restera avec nous après pour le pot de l'amitié, donc on va passer un moment culturel absolument magnifique. Je laisse la parole à Mme Guély. Merci. Merci beaucoup. Oui, alors j'ai été venue il y a 17 ans. Je ne suis pas sûre que dans 17 ans, je reviendrai. Donc il faut que vous profitiez de cette intervention d'aujourd'hui. Oui, alors je voudrais vous parler de ce qu'on peut appeler les mystères de Billac, c'est-à-dire les endroits qui nous posent des problèmes parce qu'on ne sait pas exactement où les situer, d'une part, et puis aussi les problèmes qui concernent cette église et qui sont également des problèmes non résolus. Alors, Billac a tout de même le mérite, très rare en Limousin, d'être cité dès 841 dans le cartulaire de Beaulieu. 841, ça veut dire l'époque où Charlemagne est mort et où ses descendants commencent à se disputer le pouvoir et où les seigneurs locaux, qui sont souvent des francs installés par Charlemagne, commencent à prendre leur indépendance. Or, il se trouve qu'à Billac, en 841, se trouvent deux grands propriétaires qui s'appellent Boson, ça c'est le monsieur, et Thanasie, T-A-L-A-S-I-E, qui est son épouse. Alors ce sont certainement des propriétaires d'un grand domaine d'origine gallo-romaine. En effet, au temps des Mérovingiens et même avant, la structure des domaines n'avait pas beaucoup changé. C'était de grands domaines. Et au moment de la christianisation, c'est-à-dire vers le 5e ou 6e siècle, ces grands propriétaires s'étaient christianisés. Et ils avaient généralement construit une église de domaine, une église qui leur appartenait, qui était donc le centre de leur domaine, qui était dans le centre de leur domaine, près de ce qu'on appelait leur dînat, c'est-à-dire leur maison, qui deviendront ensuite des villages. Et donc Boson et Thanasie habitent cet endroit où ils ont une église. Alors on ne sait pas encore si elle s'appelle Saint-Martin ou si elle a un autre nom, mais c'est une église de leur domaine qui leur appartient. Et ensuite, donc, ils ont un domaine qui s'étend probablement sur la totalité de la paroisse de Billac, parce que ces domaines gallo-romains correspondent pratiquement aux communes, ou en tout cas aux communes qui ont des noms en lac, comme par exemple Billac. D'ailleurs, ça pose un problème, le nom de Billac. Qu'est-ce que ça veut dire? On a l'impression que ça pourrait être le nom du premier propriétaire, qui était donc un gallo-romain,
ayant vécu au IIIe ou au IVe siècle, vous voyez, et qui se serait appelé quelque chose comme Billiardus ou Bilius, ou un nom comme ça. En fait, de plus en plus, on pense qu'il s'agit de noms beaucoup plus anciens, qui ne sont pas d'origine gallo-romaine, mais qui sont d'origine celte, autrement dit gauloise, et pour ça, il faut qu'on ait une bien meilleure connaissance des mots celtes, des mots gaulois. Alors on commence à être bien connaisseur de ce genre de choses, et on a l'impression que Billac viendrait peut-être d'un mot celte qui veut dire la forêt, et en particulier le bois. Et donc ça aurait une correspondance, si vous voulez, ça voudrait dire la villa ou la maison du bois, de la forêt, si vous préférez. J'en reviens à Boson et Thalasie. Boson et Thalasie n'ont visiblement pas d'enfants. Et ils donnent leur domaine en 841 à un personnage qui va devenir très célèbre, qui va devenir archevêque de Bourges, et qui est Rodolphe. Alors ce dénommé Rodolphe, il est le fils d'un très grand seigneur qui habite à Casillac, ou à Sarrazac, vous voyez, en Quercy, et qui s'appelle lui-même Rodolphe. Sa femme, qui s'appelle Eiga, ou Eigiana, elle est la fille du comte de Périgord. Rodulphe, lui, c'est probablement un franc, un personnage d'origine franque, autrement dit, son nom d'ailleurs est un nom franc, qui a été installé à Casillac, au château de Casillac et à Sarrazac, par Charlemagne lui-même. Donc vous avez affaire à de grands personnages. Et le fils de Rodolphe et Aïga, qui s'appelle donc lui aussi Rodolphe, il est à l'époque, en 841, moine probablement à Solignac, qui était la seule abbaye limousine à cette époque-là, et il est le fondateur de l'abbaye de Beaulieu. Il va fonder l'abbaye de Beaulieu quelques années plus tard, et pour l'instant, il est en train de se demander s'il ne doit pas la fonder tout simplement à Végène près de Cressin, hein, probablement parce qu'il y a des terres, il y a des biens. 841, donc, Boson et Thalasie donnent leur domaine, autrement dit Billac, avec l'église, avec la villa ça veut dire le domaine du centre, avec les forêts, autrement dit les forêts qui sont probablement le long du Palsour, et l'ensemble donc de ce qui sera ensuite la paroisse de Saint-Martin de Billac. Alors que va en faire Rodolphe? Dans un premier temps, il le donne à son frère, qui s'appelle Robert, et à sa femme, qui s'appelle Rothrude. Et au bout de quelques années, en 860, Robert est mort, sa femme Rothrude est donc veuve, elle décide d'entrer à la nouvelle abbaye qui vient d'être fondée à Beaulieu, et elle donne donc Billac à Beaulieu. Si vous voulez, c'est Rodulphe qui sert d'intermédiaire et qui donne Billac à Beaulieu. À partir de cette date, donc 860, Beaulieu est en principe seigneur de Billac, possède Billac, à la fois l'église et aussi l'ensemble du domaine. Je reviens à la fameuse Thalasie. Thalasie, T-A-L-A-S-I-E, est donc la dame qui probablement a vendu, c'était sa part, vous voyez, a vendu sa part à son ami Rodolphe, ou à ce moine Rodolphe, en 841. Cette Thalasie, elle va devenir, pour les gens de Billac, une sainte, et cette sainte va s'appeler Sainte Alasie. A-L-A-Z-I-E. Sainte Alasie. C'est un système classique
Par exemple, 100 ans plus tard, la femme du vicomte de Turenne Adhémar des Échelles, elle s'appelle Gosla. Et les gens de Tulle l'appellent Sainte Graul, c'est-à-dire la Sainte Corneille, quoi. En somme, ils ont déformé son nom. Elle n'était pas du tout sainte, mais elle devient la Sainte Graul. Et bien pour Billac, c'est la même chose avec Sainte Anastasie. Alors, je vais vous citer quelques exemples de l'endroit où se trouve le village, ou le village disparu évidemment, le village où ce qu'on appelle le ténement, c'est-à-dire le territoire, mais un territoire sans habitants, de Sainte-Anastasie. Alors, je vous donne l'exemple d'abord de 1315. Alors, 1315, c'est l'époque où Billac appartient au vicomte de Turenne, avec Béthane, qui l'a rattaché à Billac, et donc c'est une époque où Billac fait partie de la châtellenie de Béthane. Alors, c'est un cas tout à fait rare d'une paroisse limousine qui est rattachée à une autre paroisse qui, elle, est dans le Quercy, quoi. Mais c'est assez logique puisque Billac est vraiment une paroisse frontière. Alors en 1315, donc, on se trouve à l'époque du vicomte de Turenne, et un personnage de Quessac qui s'appelle Émeric Quérène vend à un autre personnage de Quessac qui s'appelle Guillaume Descombes et qui est un clerc, c'est-à-dire un religieux. Il lui vend un terrain, une terre qui comporte des vignes et qui est dans la paroisse de Sainte-Anastasie. Alors en 1315, non seulement il y a la paroisse de Saint-Martin à Billac, mais il y a aussi, semble-t-il, pas très loin de Quessac, une paroisse qui est appelée Sainte-Anastasie. Alors c'est évidemment pas une véritable paroisse, mais c'est, si vous voulez, un territoire qui est assez important pour qu'on puisse le traiter de paroisse. En 1439, alors nous sommes à la fin de la guerre de Cent Ans, le vicomte de Turenne, qui s'appelle alors Pierre de Beaufort, arrente, c'est-à-dire loue, à un certain nombre de paysans, le territoire qu'il appelle Sanchalonia, parce qu'à l'époque le patois était quand même assez clinquant, Sanchalonia, donc, un territoire qui se trouve dans la paroisse de Billac, mais qui se trouve, il va le louer à 3 paysans. Alors ces 3 paysans, c'est Jean en Arroche, qui vient de Nonard, c'est Jean Durand et ses neveux, qui viennent de Machex, près de Chenaillé, et enfin Pierre Mène. Alors pourquoi il donne ces territoires à 3 paysans qui ont l'air de venir d'assez loin? Eh bien c'est parce que la paroisse de Billac a été probablement complètement dépeuplée pendant la guerre de Cent Ans. Elle est proche de la Dordogne, le long de laquelle les routiers passaient fréquemment. Elle est un petit peu comme les paroisses du Quercy, trop proche de cette Dordogne, et il y a dû donc y avoir des incursions sur Billac dans cette période. Alors en revanche, à Nonard ou à Chenaillé, à Machex, c'était plus dans les collines, c'était plus loin du centre où se trouvaient les combats. En tout cas, c'était les routiers qui pillaient et qui réussissaient à dépeupler les villages. Donc à cette époque, le vicomte de Turenne est propriétaire de cette région de Sainte-Anastasie et il la loue à 3 paysans qui vont évidemment rester et avoir des enfants. Alors j'avance un peu, j'arrive en 1639 et en 1639, il y a un procès entre les gens de Mavidal et puis les gens de Plimerme. Ce sont 2 gros villages à l'époque
Mavidal est sur une route importante. Puymerle est une forteresse qui est ruinée depuis un certain nombre d'années, mais qui est tout de même très habitée. Et il se dispute un territoire qui est entre les deux, entre Mavidal et Puymerle. Et dans ce territoire, il y a un bois qui s'appelle le bois vieux, ou le bois biel, l'ancien bois, si vous voulez, et que les deux se disputent avec acharnement, que les paysans des deux villages se disputent avec acharnement. Et en principe, ils confrontent, il est à côté de Sainte-Aloysie. Donc en 1639, nous savons déjà que ce territoire de Sainte-Aloysie doit se trouver entre Puymerle et Mavidal, peut-être un peu plus proche de la chaminade, ou de ce qu'on appelait la caminade, suivant les époques, donc entre les deux, quoi. Et nous terminons en 1921, alors là, beaucoup plus proche de nous, il est question d'une fontaine Sainte-Aloysie. Et les paysans de la région, de cette fontaine, se partagent l'eau de la fontaine pour arroser leurs prés. Alors évidemment, en 1921, ça commence à devenir plus rare d'arroser les prés, parce que la population a beaucoup diminué à Billac, mais ce règlement date depuis beaucoup plus longtemps, puisqu'il date de 1876. Ça veut dire qu'en 1976, il y avait, et en 1921 aussi, il y avait une fontaine que les gens appelaient encore la fontaine Sainte-Aloysie, et qui était donc propriété, si on peut dire, de 3 ou 4 paysans. Alors ces paysans, ils s'appelaient Monsieur Laborie, Monsieur Tronche, Monsieur Mazera et Monsieur Chapeau. Alors ça vous dit peut-être encore quelque chose en l'an 2021, c'est-à-dire 100 ans après. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 100 ans, on savait encore où était le territoire de Sainte-Aloysie. Maintenant, je demande aux gens de Billac s'ils savent encore où situer précisément ce territoire qui même a été une paroisse à un moment donné et qui a dû appartenir en 1841, c'est-à-dire il y a très très longtemps, à une nommée Thalasie. Voilà pour cette première énigme. Et c'est à vous, évidemment, de résoudre cette énigme. Alors, la deuxième énigme concerne ce qu'on appelle le martret, ou les martis, M-A-R-T-Y-S, dans la plupart des régions occitanes. Un martret, c'est un très ancien cimetière. Alors ça remonte certainement avant 1841. C'est un très ancien cimetière qui est d'origine gallo-romaine. Les gallo-romains, au moment où ils hésitaient entre le paganisme et puis le christianisme, c'est-à-dire dans le 3e ou 4e siècle, les gallo-romains hésitaient entre incinérer les morts ou bien les enterrer. La tradition païenne, c'était de les incinérer en leur mettant également des pièces de monnaie au milieu du vase funéraire. Et puis la tradition chrétienne, c'était de les enterrer en face, dans la direction est-ouest, et évidemment dans des terres qui appartenaient à leurs propriétaires. Il n'y avait pas à cette époque-là de cimetière. Chacun donc enterrait ses morts à proximité de sa maison. Alors pas trop à proximité, parce qu'on craignait quand même que les morts viennent un peu réveiller les vivants, et on les écartait un petit peu de la communauté des gens. Autrement dit, s'il doit y avoir un martret, c'est-à-dire un cimetière d'origine gallo-romaine
et qui a perduré pratiquement jusqu'à l'époque de Charlemagne, eh bien, ça ne doit pas se trouver directement à côté de Billac. Ça doit se trouver un petit peu à l'écart. En général, c'est à proximité d'une route, et en général aussi, c'est sur une pente ensoleillée, donc orientée vers le sud, et à proximité d'une fontaine. Tout ça, c'était des traditions païennes, et qui donc ont perduré un certain temps, jusqu'à ce que les fidèles et les chrétiens, alors ça se passe vers le VIe siècle, vous voyez, commencent à enterrer autour de l'église. Alors on appelle ces enterrements autour de l'église ad sanctos, en latin ça veut dire au saint, c'est-à-dire le plus proche possible des reliques des saints qui se trouvent dans l'église. Plus tard, mais seulement après Charlemagne, on va commencer à enterrer dans l'église. Alors les prêtres avaient le droit d'être enterrés dans le chœur, les fidèles avaient le droit d'être enterrés dans la nef, et enfin, lorsqu'on construisait des chapelles annexes, comme par exemple cette chapelle, c'était le seigneur local qui s'y faisait enterrer. C'était donc, si vous voulez, une division en trois parties, les prêtres, les fidèles et la noblesse. En tout cas, la noblesse qui se considérait comme telle. Alors, ce martret de Billac, il va falloir le trouver. Et là encore, je vais être obligé d'utiliser des textes plus récents pour voir si on a conservé la mémoire de cet endroit qui s'appelle donc un martret. Il y a d'autres villages où ce martret est beaucoup plus repérable. Par exemple, à Collonges, le martret est juste au-dessus du village, et juste au-dessus de la route nationale, et ça s'appelle encore le martret avec un château, un petit château qui s'appelle le château du Martret. Alors il y en a un à Benarsal qui se trouve à bonne distance du village, disons à peu près à 1 kilomètre. Ça, c'est un exemple donc d'autres martrets dans des autres endroits. Alors, revenons au martret de Billac. En 1325, alors nous sommes toujours dans les papiers qui concernent Quessac, en 1325, Pierre del Descendier, qui est clerc de Billac, qui est prêtre à Billac, vend à M. Guillaume Descombes, qui est donc un autre prêtre de Quessac, il lui vend une terre appelée del Martret, qui confronte la ligne de Géraud de Murat et celle des héritiers de Guillaume de Roanne. Alors évidemment, Guillaume de Roanne habite le village de Roanne. Géraud de Murat, on ne sait pas trop où est son village, c'est un Murat qui a dû disparaître. Notons enfin que dans cette terre, il y a des vignes. C'est logique, puisque je vous l'ai dit, ces martrets, c'est-à-dire ces cimetières gallo-romains, sont sur des pentes ensoleillées et forcément orientés plutôt vers l'ouest ou vers le sud. Voilà pour 1315. En 1529, alors nous sommes au XVIe siècle, à cette époque-là, le sieur de Billac, qui s'appelle Jean de Lémonie, qui se dit sieur de Billac, reconnaît tenir, c'est-à-dire être le vassal, être si vous voulez, le vassal, le personnage qui se trouve serviteur du vicomte de Turenne. Alors, il reconnaît tenir du vicomte de Turenne alors d'abord le village de Billac, avec son église,
Et puis ensuite, il reconnaît tenir également une vigne qui se trouve à la combe du Martrais, ou autrement dit, la combe des Martis. Alors Martis, M-A-R-T-Y-S. Ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que cette combe des Martis, elle va donner son nom également à une famille des Martis qui va être extrêmement nombreuse à Billac. Alors je vous donne l'exemple de la période qui a suivi la guerre de Cent Ans. Comme je vous l'ai dit, Billac est dépeuplé. Le château de Puymerle, la forteresse de Puymerle, elle est en ruine. Et le vicomte de Turenne, qui possède cette forteresse, la loue ou la rente, c'est-à-dire fait un arrentement, la loue donc à 3 paysans qui s'appellent tous les 3 Martis. Alors Jean Martis, Pierre Martis et Guillaume Martis. Ce sont 3 frères et ils partagent Puymerle en 3 et à chacun des 3 ils donnent un tiers de Puymerle. C'est pour vous dire que la population est vraiment très peu nombreuse. Ils sont seulement 3 dans la très grande combe de Saint-Aloysie, probablement pas plus nombreux à Masvidal. Ils sont 3 seulement à Puymerle. Mais nous sommes donc disons en 1439 à peu près, c'est-à-dire à la fin de la guerre de Cent Ans. 100 ans plus tard, les Martis se sont multipliés. À Puymerle, il y a 12 familles Martis. C'est toujours uniquement des Martis, mais ce sont tous des oncles, des neveux, etc. Et ils ont à se partager à 12, ce qui était donc la part de 3 seulement lorsque la guerre de Cent Ans s'était achevée. C'est pour vous dire que ce mot de Martis, ce nom de Martis, a perduré. Le nom de Martrais a dû disparaître assez rapidement, mais le nom de Martis subsiste. Alors ensuite, je vais vous trouver à quelle époque on va commencer à pouvoir véritablement parler des Martis, ou de cette combe des Martis. Alors, en 1649, nous sommes donc au XVIIe siècle. À cette époque-là, Puymerle appartient à la famille de Corne, qui est seigneur de Quessac. Et visiblement, cette combe, ce ténement de Martrais, de la combe des Martis, lui appartient. En effet, 2 personnages qui s'appellent Guillaume Kérim, qui est praticien à Puymerle, et Jean Lestrade, dit de Martis, reconnaissent à Antoine de Corne, qui est seigneur de Quessac, le ténement de combe Martrais. Alors ce combement de combe Martrais confronte le chemin de Puymerle à la Chaminade, ou Caminade, par le fond, c'est-à-dire la partie basse, le chemin qui mène de Billac à la Chaminade, et enfin le champ du seigneur de Billac, ou du sieur de Billac, qui est à cette époque-là un gonteau de Saint-Geniès. C'est donc un tout petit territoire. Il mesure quelque chose comme un demi-hectare seulement. Il est loué à 2 paysans, et ces paysans y font des vignes. C'est donc probablement l'emplacement de ce cimetière, et en 1649, c'est donc un territoire composé de vignes, et ces vignes sont particulièrement célèbres. Depuis l'Auvergne, on vient à Billac pour le vin de Billac. Ces Auvergnats
ces seigneurs auvergnats, organisent chaque année ce qu'on appelle des vinades, c'est-à-dire qu'ils équipent des bœufs et des charrettes, et ils descendent depuis l'Auvergne jusqu'à Beaulieu, où ils essayent de traverser la Dordogne, mais ils sont tellement nombreux qu'il y a des attentes interminables au bac de Beaulieu ou au bac d'Estrès, ou même plus tard, plus en aval, au bac de Grange-Chapelle, qui est en face de Lourdes. Donc ils traversent même au port de Molles, mais là, alors il y a aussi une queue épouvantable, parce que ça vient aussi du Rouergue, et puis de la région Gagnac, vous voyez, et à ce moment-là, les charrettes sont trop nombreuses, et tout ça, ça vient à Billac pour récupérer le bon vin de Billac, qui vient en particulier de cette combe qu'on appelle la combe des Martrets. Alors là encore, c'est la dernière fois que je trouve ce terme de combe Martret, mais je pense que vous allez pouvoir le situer assez facilement, étant donné qu'il confronte le chemin depuis Merle à la Caminade ou la Chaminade, et puis le chemin de la Chaminade à Billac. Parce que là, vous êtes vraiment dans une zone tout à fait localisée. Et il faut trouver une pente ensoleillée qui serait cet ancien cimetière gallo-romain et qui prouverait que Billac avait déjà un domaine ou avait déjà des habitants au temps des gallo-romains. Ce qui n'a rien d'étonnant. C'est une époque où les bords de la Dordogne étaient excessivement peuplés. Et en plus, les gallo-romains n'avaient pas peur de la rivière. Ils s'y installaient vraiment très près. Et vous avez le cas, par exemple, de la villa gallo-romaine de Maimbriac, M-E-M-B-R-I-A-C, Maimbriac, qui s'appelle maintenant Estrès. Vous voyez comme on est proche de la rivière. Et il y avait effectivement des villas qui étaient extrêmement proches de la rivière. Ce qui prouve probablement qu'elle était beaucoup plus calme, beaucoup plus régulière qu'elle ne l'a été ensuite au Moyen-Âge ou plus tard. La dernière grosse inondation de la Dordogne, avant les barrages, c'est en 1873, je crois. Après, les barrages ont évidemment limité les dégâts. Alors, Saint-Anosy, la combe Martret. Là, je vous laisse donc chercher dans le territoire où se trouvent ces deux lieux. Et je passe à un autre mystère de Billac qui est extrêmement curieux et qui est Billac est-il le lieu de naissance du pape Gerbert, qui s'appelle sous son nom de pape Sylvestre II, et qui a vécu 100 ans après Thalasie et Boson, puisqu'il est né, semble-t-il, vers 940, 935, 945, on ne sait pas trop, et qu'il est mort pape juste après l'an 1000, c'est-à-dire en 1003. Alors ce Gerbert, c'est son nom de famille, son nom, ce Gerbert était d'une famille extrêmement modeste. Théoriquement, il aurait été un simple berger, et les moines d'Aurillac, alors Aurillac est fondé en 930, donc peu de temps après la fondation d'Aurillac, les moines ont trouvé que ce jeune berger était intelligent et ils lui ont demandé de devenir moine, ce qu'il a fait, et il est donc devenu moine à Aurillac. Alors sa carrière aurait pu s'arrêter là, il aurait même pu devenir abbé d'Aurillac, pourquoi pas, mais enfin, on va s'apercevoir que sa destinée est bien ailleurs. En 963, un comte de Barcelone, qui s'appelle Borel, ce comte de Barcelone est venu voir la famille de sa femme, qui habite le Rouergue. Alors en passant et en venant de Barcelone, il passe à Aurillac et on lui présente ce jeune moine.
Il est séduit par son intelligence et il décide de l'emmener à Barcelone, en Catalogne, pour continuer ses études. Alors, en Catalogne, il y avait proche de la Catalogne le califat de Cordoue, c'est-à-dire les musulmans qui se trouvaient à Cordoue sous la direction d'un calife, et ce califat était au maximum de sa splendeur. C'était avant que les chrétiens décident de récupérer l'Espagne, de reconquérir l'Espagne. Alors ces musulmans, ces arabes, vivaient avec des juifs aussi, en bonne intelligence, et ils avaient conservé des manuscrits, de très anciens manuscrits, qui étaient des manuscrits grecs, et ils les avaient traduits en arabe. Les moines de Catalogne connaissaient ces musulmans, ils les fréquentaient d'ailleurs, ils se rencontraient et ils se partageaient les manuscrits. Les moines de Barcelone, les moines de Vich en particulier, de l'abbaye de Vich, étaient très savants en tous ces manuscrits grecs et ces manuscrits arabes. Autrement dit, ils avaient une connaissance qui était beaucoup plus importante que celle des moines d'Aurillac, bien sûr, ou même des moines parisiens, des moines de Paris. Alors Gerbert a donc suivi les études de ces moines catalans. Ça s'appelait le quadrivium, les 4 voies. Alors ces voies, c'était la géométrie, l'arithmétique, la musique et l'astronomie. Et il va devenir un savant, un véritable savant en arithmétique. C'est lui qui a découvert pour la première fois les chiffres arabes, alors que jusque-là, en Europe, on se servait que des chiffres romains, et ça compliquait énormément les calculs, parce que les chiffres romains, vous savez, c'est des V, des X et des 1, et c'est très compliqué à multiplier. Alors que les chiffres arabes qu'on utilise, ils sont beaucoup plus simples pour faire des additions, des soustractions ou des multiplications. Donc Gerbert est véritablement celui qui a utilisé le premier ce système. Et c'est lui qui est l'inventeur de ce qu'on appelle l'abac, c'est-à-dire la table de multiplication, tout simplement. Alors vous allez peut-être maudire ce pape, mais enfin il a été quand même un très grand savant. Il était tellement savant qu'on le considérait comme un magicien, et même comme un sorcier. On n'avait pas très confiance, vous voyez, dans ses connaissances. Alors après avoir fait 4 ans d'études en Catalogne, il va aller à Rome. De Rome, il va aller à Reims, dont il va devenir archevêque. Ensuite, il se brouille avec le maire du palais qui s'appelait Hugues Capet, et qui va devenir le futur roi de France. Il se brouille avec lui, il revient à Rome, et il va devenir le pape Sylvestre II pendant 2 ans, pendant un peu plus. 999-1003, pendant 4 ans. Voilà donc l'existence de ce pape extraordinaire, ce pape de l'an 1000. Il se disait aquitain, et il est donc le premier pape français, entre guillemets, qu'on ait connu. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on pense qu'il pourrait être né à Billac? C'est un monsieur qui s'appelait monsieur Juillet, Jacques Juillet, qui est l'auteur d'un livre sur la baronnie de Castelnau, qui a le premier pensé que ce Gerbert était né à Billac. Alors pourquoi? Premièrement, parce que son père s'appelle Angélibert, et qu'il est né dans un lieu qui s'appelle Billac. Alors les gens d'Aurillac vous expliquent qu'il y a un petit lieu-dit
appelé Villac, à 7 km d'Aurillac. Et que donc, il pense que ce Gerbert est né tout simplement à côté d'Aurillac et qu'il a été repéré par les moines parce qu'il était berger dans cet endroit. Alors, M. Jacques Juillet se base, lui, sur le cartulaire de Beaulieu et il découvre, alors l'acte suivant, alors nous sommes en 894, c'est-à-dire à peu près 40 ans, 50 ans après Boson et Thalasie. Alors deux personnages qui s'appellent Aganius et sa femme Raniberg, c'est pas des noms terriblement agréables, donnent à Saint-Pierre de Beaulieu un mât qui s'appelle la Villa Ad la Chalm, dans lequel se trouve le mât de Gerbert. Témoins de cet acte, alors les témoins c'était des gens qui savaient signer et qui étaient des personnages quand même assez importants. Parmi ces témoins, Angélibert. Monsieur Juillet considère donc qu'il faut localiser le lieu de naissance de Gerbert, qui pourrait être le petit-fils de cet Angélibert de 894, parce que lui, il est né quand même en 945 seulement. Il peut être le petit-fils donc de cet Angélibert, et son mât s'appelle précisément le mât de Gerbert. Alors, c'est à Villac, dans un mât qui s'appelle le mât de Gerbert, dans un village qui s'appelle Ad-la-Cham, et qui est maintenant le village de La Cham. Enfin, le village, c'est un tout petit village, La Cham. Voilà donc ce que M. Juillet explique concernant la naissance de Gerbert. Il ajoute que Gerbert, dans ses lettres, parce qu'il a écrit beaucoup de lettres, et c'était un lettré, explique chaque fois qu'il est aquitain. Être aquitain, ça veut dire être du Quercy ou du Limousin, mais en tout cas pas d'Auvergne. S'il avait été d'Aurillac, il aurait dit qu'il était auvergnat, parce que les Auvergnats étaient tout de même très fiers d'être des Auvergnats. Le mystère demeure. Alors vous n'avez aucun moyen de savoir si vous êtes les contemporains ou les co-révisionnaires de Gerbert en l'an 1000, mais ma foi, le mystère demeure et il est intéressant. Et je passe au dernier chapitre de mon trop long exposé et qui concerne l'église de Villac. Alors, le premier problème qui concerne l'église de Villac, c'est qu'elle est donnée, visiblement, à Beaulieu, pratiquement la première église donnée à Beaulieu. Comment se fait-il, ça c'est le premier mystère, comment se fait-il que l'abbaye de Beaulieu n'ait pas transformé immédiatement cette église en ce qu'on appelle un prieuré, c'est-à-dire une église destinée à un moine de l'abbaye, autrement dit à ce qu'on appelle un membre du clergé régulier, qui touchera la dîme, c'est-à-dire 1/10 des récoltes de la paroisse, et qui la répercutera à un vicaire, un simple vicaire, un prêtre, à qui il donnera une partie de la dîme pour assurer le service de l'Église. Comment se fait-il donc que l'abbaye de Beaulieu n'ait pas fait de cette église un prieuré, avec un prieur qui aurait une maison importante à côté, qu'on appelle souvent d'ailleurs le prieuré, et qui aurait donc appartenu à Beaulieu sans aucun problème. Or, il arrive que dès
1200, Billac a échappé à l'abbaye de Beaulieu. Un pitancier, c'est-à-dire un des moines de l'abbaye, celui qui est chargé de la nourriture des moines, ne réussit qu'à avoir une petite rente sur Billac, qui est une rente de 20 sous. C'est vraiment pas grand-chose. Et en 1290, qui possède la dîme, qui est le propriétaire de la dîme? Eh bien, c'est le châtelain de Puy-Merle, qui s'appelle Pierre de Saint-Julien. Et ce Pierre de Saint-Julien, il reconnaît tenir la dîme. Il perçoit donc, lui, un laïc, un châtelain, un seigneur. Il reconnaît percevoir la dîme de Billac, et non pas à l'abbaye de Beaulieu, mais à l'évêque de Limoges. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'abbaye de Beaulieu a perdu la possession de Saint-Martin de Billac, qui est passé à l'évêque de Limoges, ce qui est assez logique d'ailleurs, parce que les évêques tenaient beaucoup à posséder les églises qui étaient proches de leurs frontières. Et comme vous êtes une paroisse frontière avec le Quercy, forcément l'évêque de Limoges vous intéressait beaucoup à Billac. Alors comment a-t-il réussi à récupérer Billac? Probablement en faisant un échange avec Beaulieu, probablement en donnant à Beaulieu une autre église, mais enfin le fait est là. Alors cette dîme, évidemment, le seigneur de Puy-Merle ne l'a eu que par récompense de ce service probablement pour protéger la paroisse de Billac, mais il ne va pas la garder. Et en principe, après lui, la dîme va revenir au curé. Et le curé de Billac, c'est un prêtre séculier, c'est-à-dire quelqu'un qui n'appartient pas à une abbaye, mais qui est un prêtre qui a fait simplement ses études de théologie et qui est un prêtre normal. Mais comme la dîme de Billac est assez importante, comme elle rapporte à peu près sous l'Ancien Régime 5000 livres par an, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup, surtout pour un prêtre qui n'a pas des grands besoins, enfin qui n'a pas des dépenses considérables, eh bien ça va attirer sur Billac un certain nombre de fils de seigneurs ou de bourgeois qui cherchent des cures qui sont rentables. Il est évident qu'une cure qui rapporte 5000 livres, c'est beaucoup plus intéressant qu'une cure à 300 livres, comme il y en a dans certaines églises. Parce qu'il y avait des églises très pauvres et des églises beaucoup plus riches. Quand une église appartenait à une abbaye, c'était l'abbé ou c'était le prieur, c'est-à-dire le moine chargé de l'église, qui récupérait la majeure partie de la dîme. Il s'arrangeait pour donner à peu près 300 livres par an, ou 500 livres s'il était très généreux, au curé. Mais ça n'allait pas plus loin. Alors la conséquence pour Billac, c'est que les curés vont s'occuper beaucoup de leur église. Ce sont des bourgeois, ou ce sont des nobles, et ils ont à cœur d'entretenir leur église, ce qui fait qu'elle est remarquablement entretenue pour une église aussi ancienne, et qu'ils la dotent d'un mobilier et d'objets religieux qui sont tout à fait particuliers, qui sont tout à fait remarquables. Alors je vous donne des exemples. Au XVe siècle, ce sont des seigneurs de l'Ospange qui sont curés de Billac. C'est aussi l'époque, XVe siècle, où la famille de Lenmoni, qui sont sieurs de Billac, se construisent cette chapelle, qui est une chapelle en théorie seigneuriale, mais en pratique simplement funéraire.
c'est-à-dire que le sieur de Billac, qui n'est pas seigneur de Billac, puisque le seul seigneur de Billac, c'est le vicomte de Turenne, eh bien, il se fait une chapelle à part, dans laquelle il a son tombeau, dans laquelle il a son banc, parce que les bancs étaient des bancs fermés et tout à fait bien aménagés. Donc il a tout ça dans sa chapelle, et il est donc un peu le seigneur de Billac. Alors il n'est pas un vrai seigneur, mais enfin, disons, il est sieur de Billac. Quant à cette partie de l'église, cette chapelle latérale, elle semble être plus récente et datée peut-être du XVIIe ou XIXe siècle. Parmi les curés de Billac, il y a au XVIIIe siècle, et même un petit peu au XVIIe siècle, à partir de 1694, toute une série de curés qui sont des oncles et puis des neveux. C'est une famille qui est originaire de Sainte-Féréole et qui s'appelle la famille des Joffres de la Pradelle. Alors il y a pour commencer l'oncle, qui est curé de 1697 à 1707. Ensuite il y a son neveu, qui est curé jusqu'en 1700, c'est son frère, pardon, qui est curé jusqu'en 1714, mais qui résigne en faveur de son neveu. Et le troisième, donc la Pradelle, Joffre de la Pradelle, va être curé jusqu'en 1747. Autrement dit, entre 1697 et 1747, ce sont des Joffres de la Pradelle qui sont curés de Billac. Alors ils vont donner d'abord des reliques qui viennent de Rome et qui sont des reliques de Saint-Martin, de Sainte Radegonde et de Saint Thomas. Ce sont des reliques qui viennent directement de Rome. Ce sont eux aussi qui sont probablement les donateurs d'objets qui ont disparu maintenant et qui appartenaient au trésor de Billac. Et puis surtout, ils vont commander à Pierre Lachaise, qui est un sculpteur de Brive. Alors il était né en 1665, il est mort en 1704, il s'est marié 3 fois à Brive, et au cours de sa brève existence, parce qu'il n'a vécu quand même que 45 ans, il a fait beaucoup de retables, et en particulier ceux de Donznac, de Sainte-Féréole, toujours dans la région, je crois, de Sadreau, et puis sur le Causse, à Chartrier-Ferrières, et en Périgord, à Pazaillac. Alors pourquoi est-il le sculpteur du retable de Billac? Eh bien, c'est très probablement parce qu'il a rencontré la famille Joffre de la Pradelle à Sainte-Féréole. Les Joffre de la Pradelle habitaient en face de l'église, et Pierre Lachaise a travaillé au retable de l'église de Sainte-Féréole pendant assez longtemps. Il est probable que ces prêtres, donc ces curés de Billac, lui ont commandé le retable. Alors sur le retable, il est écrit 1717, Joffre, je crois, quelque chose comme Antoine Joffre, et recteur 1717. Alors, monsieur Olivier Geneste, qui a fait un livre remarquable sur les retables de la Corrèze, après avoir fait un autre livre sur les retables du Périgord, et qui est véritablement le spécialiste de tout ce mobilier religieux du XVIIe et XVIIIe siècle, est un petit peu étonné parce qu'à cette date de 1717, Pierre Lachaise était mort depuis plusieurs années. Alors il ne comprend pas 1717. Mais je pense que c'est tout simplement parce que le curé Joffre
Celui de 1717 était mort à 92 ans, après avoir résigné son poste à son neveu depuis quelques années, et que probablement il avait commandé le retable avant. Simplement, son neveu avait mis la date du décès de son oncle pour bien montrer que c'était lui qui avait commandé le retable, très probablement. Ça expliquerait, si vous voulez, cette différence entre la date donc du décès de Père Lachaise et puis la date du retable. C'est peu de choses. En réalité, le style de ce retable, qui est remarquable, est tout à fait le style de Père Lachaise, c'est-à-dire les colonnes torses avec beaucoup de feuillage, les figures un peu plates qui sont disposées de part et d'autre du retable. Enfin, tout le style de ce retable est véritablement le style de Père Lachaise. Alors, je termine donc sur cette église de Billac et sur sa chapelle dite funéraire. Alors, nous sommes au XVe siècle, après la guerre de Cent Ans, et Jean Lémony fait donc construire cette chapelle. Son fils, qui s'appelle Élie Lémony, va quelques années plus tard se déclarer seigneur de Billac et se construire une tour avec des canonnières et des mâchicoulis, c'est-à-dire une véritable tour forteresse à côté de l'église. Alors le vicomte de Turenne ne peut pas ne pas réagir. Je vous rappelle qu'il est seigneur de Billac. Il est le seul seigneur. Et il est le seul à avoir le droit de mettre ce qu'on appelle sa litre funéraire, c'est-à-dire au moment de son décès, une bande de peinture noire avec ses armoiries de place en place, à la fois dans le chœur, dans la nef et également dans les chapelles, même si elles sont des chapelles appartenant à des bourgeois ou à des seigneurs. Il va donc réagir, il va interdire à Élie Lémony de continuer sa fabrication de canonnières et de forteresses. Il va l'obliger donc à construire une simple maison dépourvue de signes de défense, et il va aussi lui expliquer qu'il est le seul, lui, le vicomte de Turenne, à avoir le droit de mettre sa litre dans la chapelle. Élie Lémony s'exécute. Le seigneur, le vicomte de Turenne était à l'époque Anne de la Tour d'Auvergne, le premier des Latour d'Auvergne qui vont devenir véritablement des vicomtes remarquables de la vicomté de Turenne. Et il faut attendre donc le XVIIIe siècle pour que le problème de cette chapelle se repose. Alors il va se reposer après la vente de la vicomté de Turenne. La vicomté de Turenne, elle a été vendue en 1738. Elle a été vendue au roi, parce que le vicomte de Turenne avait d'autres domaines et il trouvait que ça ne lui rapportait pas assez, la vicomté de Turenne, parce qu'il avait simplement des aides apportées par les paroisses qui étaient peu de choses. Alors il avait des terres beaucoup plus riches et il a vendu pour 5 millions la vicomté de Turenne au roi. Et bien entendu, le roi, qui n'en avait rien à faire, l'a revendu en petits morceaux à des différents seigneurs. Il va donc vendre Béthal et du coup Billac, cet ensemble qu'on appelle une châtellenie. Il va la vendre à un seigneur de Curmonte, un personnage qui vient de Curmonte et qui habite Béthal, et qui s'appelle Monsieur d'Ambert. D'Ambert, D-A-M-B-E-R-T. Alors ce personnage, il est le descendant de marchands de Curmonte. Mais il a été anobli par le roi au moment où il achète cette châtellenie, parce que c'est pas possible que quelqu'un qui achète une châtellenie
soit autre chose qu'un noble. Et ce monsieur d'Ambert va donc réclamer à monsieur Charles de Gontaut, qui est sieur de Billac, simplement sieur de Billac, il va lui demander, premièrement, de renoncer à sa chapelle et de la lui donner à lui, monsieur d'Ambert. Ensuite, de lui rendre hommage, c'est-à-dire que monsieur Gontaut va être obligé de s'agenouiller devant monsieur d'Ambert, tête nue et sans armes, et lui prêter serment de fidélité. Tout ça, c'est pas possible. Monsieur de Gontaut descend probablement par bâtardise de la très célèbre famille des Gontaut. Alors, il y a les Gontaut de Biron, les Gontaut de Saint-Geniès, les Gontaut de Cabreret. Alors, il ne sait pas trop de qui il descend, mais il sait que c'est une très noble et très ancienne famille. Il va donc faire tout son possible pour éviter d'être obligé de rendre hommage au seigneur de Béthal. Alors, c'est allé jusqu'au Parlement de Bordeaux, sous forme de procès, et en 1776, nous sommes pas longtemps avant la Révolution, le seigneur de Gontaut obtient de garder sa chapelle et probablement d'y mettre sa litre, parce qu'il est probable que cette litre-là est une litre Gontaut, parce que vous avez à l'extérieur de l'église une litre Turenne, mais elle est beaucoup plus haute. C'est une litre beaucoup plus large, beaucoup plus haute. Il va donc garder sa chapelle, mais il va toujours ne pas être considéré comme seigneur de Billac, et il va donc être obligé de s'incliner et d'être simplement sieur de Billac. Alors, comment se termine cette histoire? Son fils, qui s'appelle Charles II de Gontaut, son père s'appelait Charles Ier, donc, le fils épouse une demoiselle de Billac, de Plibrun, pardon, qui s'appelle Catherine de Lagrange. Il meurt l'année suivante, il est mort très jeune, sans avoir d'enfant, et Catherine de Lagrange va se remarier, cette fois-ci à un Clar de Périssac. Alors les Clar, c'était une vieille famille de Billac, et d'ailleurs je crois que vous avez pris comme blason de Billac ce blason des Clar. Ça représente un soleil, et dans la partie haute, je pense des étoiles, quelque chose comme ça, ou la lune, des croissants. Bref, c'est ce seigneur de Billac, 1788 seulement, qui est donc le porteur du blason de Billac. Alors lui, il est nigre. Comme il est nigre, ses biens sont confisqués. Autrement dit, les biens des Laimonie anciens, puis des Gontaut, sont confisqués. Mais Catherine de Lagrange, qui était une maîtresse femme, réussit à se faire donner la plupart de ses biens, et donc elle va récupérer ses biens, qui seront vendus beaucoup plus tard par son fils, à monsieur Bonneval, qui a été maire de Billac et propriétaire de ce qu'on appelle le château de Billac, c'est-à-dire la demeure ancienne des Laimonie et puis des Gontaut. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère ne pas avoir été trop longue. Merci. J'ai pas les mots pour... je vais passer la parole après, on va passer je veux encore remercier Mme Guély parce que je n'ai pas les mots pour dire la puissance intellectuelle, la vivacité, la virtualité. Mais c'est extraordinaire, 94 ans. Je voudrais qu'on la rappelle. 89 ans 89 seulement. 89 ans 89 ans, ouais. On va se revoir dans 17 ans. On va se revoir dans 17 ans, Mme Guély.
Alors, en tout cas, juste une chose, c'est que sur les 3 énigmes, il y en a une qu'on a résolue, enfin que l'on connaît, les Billacois savent où se trouve la fontaine Saint-Aloysie. Ça, on sait où elle est. Par contre, il reste encore du boulot pour le marteler. Hein. Oui, elle a une pente ensoleillée avec d'anciennes vignes. Je pense que Pac Billac va s'en occuper, là. On va mettre une mission là-dessus. Nous sommes qu'il y a un chemin de randonnée qui passe par là. Oui, c'est possible. On va y arriver. Vous allez... Alors, Jacques, tu voulais parler? Sainte Radegonde, elle devrait être là. Parce que ça, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Je vous félicite d'avoir conservé ces statues. C'est devenu rarissime. Dans la plupart des églises du Limousin, maintenant, ces statues-là, Sainte Thérèse de Lisieux, le curé d'Ars, Jeanne d'Arc, c'est la Vierge quand même. Bon, elles ont disparu, hein, ces statues-là. Comme elles étaient d'époque Saint-Sulpice, c'est-à-dire le 19e siècle, elles ont été reléguées dans les sacristies. Donc, c'est pas mal. Alors, je reviens à Sainte-Radegonde. Sainte-Radegonde n'existe que dans les paroisses qui sont limitrophes de 2 provinces du temps des Gaulois. Ici, vous êtes chez les Lémovis, et à côté, à quelques kilomètres, vous êtes chez les Cadurques. Les Cadurques et les Lémovis avaient l'habitude d'appeler les endroits qui étaient limitrophes d'un nom dans lequel il y avait le mot Rande, R-A-N-D, Rande, qui veut dire frontière. Et en particulier tous les endroits qui s'appellent par exemple Aigurandes. Alors les Aigurandes, quand il y en a quelque part, ça veut dire qu'ils sont à une frontière de peuple ancien gaulois. Et par déformation, Radegonde, c'est la même chose. En fait, c'est le mot Aigurande déformé. Si bien que s'il y a une Sainte Radegonde ici, eh bien, elle est sur la frontière, en réalité. Si elle existe, si elle a dû exister, c'est dans une chapelle qui s'est appelée Sainte-Radegonde et qui devait être juste sur la frontière, cette fameuse route qui sépare Billac de Béthane et qui est très ancienne, qui est une route vraiment très ancienne. Voilà donc pourquoi vous avez une Sainte-Radegonde ici. C'est tout petit, hein, c'est comme ça dans la... C'est une relique. Ah ben forcément, parce que le curé a dû demander à Rome qu'on lui donne une relique de Sainte Radegonde, puisque c'était la patronne d'une partie de la paroisse. Alors forcément, Saint-Martin, oui, c'est normal. Pourquoi Saint-Thomas, je ne sais pas trop, mais bon, Sainte Radegonde, c'est tout à fait normal. Ce sont les deux dames qui sont les patronnes de Billac. Ce sont 2 saints prestigieux. Saint-Martin, c'est quand même Saint-Martin de Tours, qui est l'apôtre des Gaules, et puis Sainte Radegonde, en théorie, c'est l'abbesse de Poitiers, une abbesse donc très importante, et qui a été reine de France. Je pense que c'est elle qui se trouve sur ce vitrail. Elle est dessinée en reine de France. Alors évidemment que son mari, c'était un brutal hein, qui la battait. C'est un exemple d'une dame battue par son mari. C'est très actuel, vous voyez. Mais elle a réussi à se réfugier donc dans un couvent et elle est devenue abbesse à la suite de ça. Donc c'est une sainte importante que l'on retrouve, je vous le dis, dans tous les lieux qui sont des lieux de limite de peuple. Sainte Radegonde, vous l'avez par exemple à Saint-Denis-près-Martel. Saint-Denis-près-Martel, c'est franchement la frontière entre le Quercy et le Limousin. Et il y avait une petite église Sainte-Radegonde qui était pile auprès de la Dordogne, juste à la limite donc de ce qui a été probablement le Limousin jusqu'à une certaine époque, quoi.
Madame Kelly. On va aller boire un pot de l'amitié, vous aurez l'occasion de parler avec elle autour d'un pot, si vous voulez. Donc, on en reste là, si vous voulez bien. Et merci beaucoup, je crois qu'on va se souvenir longtemps de cette conférence. Merci beaucoup. Merci.